Merci beaucoup Charles, merci au Festival des Libertés à Bruxelles Laïque, au Théâtre National pour l'organisation de l'événement. Le pouvoir des mots, les mots du pouvoir. Très beau titre d'ailleurs, félicitations pour un très beau sujet. Euh, Comme on le sait, dans chaque contexte de lutte, de démarche critique, ça consiste à identifier le problème ou la domination, à comprendre ces tournures de déploiement sur notre vécu, sur nos conditions d'existence et sur nos corps aussi. D'abord, le pouvoir des mots. Les mots peuvent, et je pense qu'on sera quasi toutes et tous d'accord là-dessus ici, peuvent devenir hautement anxiogènes, toxiques, terrorisants. Ces mots qui composent les champs lexicaux qui sont de nature performative, c'est-à-dire qu'ils participent concrètement à la confection qu'on a du réel. Les mots ne sont pas seulement des outils descriptifs non biaisés de la réalité que nous vivons, mais ils ont une force de façonner nos grilles de lecture, de confectionner nos perceptions de nous-mêmes et des champs sociaux dans lesquels on évolue toutes et tous. Vu le contexte tel qu'il devient urgent aujourd'hui de nous réapproprier les mots, de pratiquer ce qu'ils ont appelé en préparant le débat la désobéissance sémantique et d'essayer d'explorer les pistes avec nos invités de ce soir. Mais juste à propos des invités, avant de commencer, j'ai vu sur l'événement Facebook qu'il y a eu des interpellations justes, légitimes à propos de la non-parité du panel. Je tenais quand même à en parler parce que c'est une question qui doit tenir à cœur à tout projet de considérer entre guillemets une critique de la société dans laquelle on vit. Tous les débats qui ont eu lieu dans la programmation du Festival de Liberté, il n'y en a pas un qui est exclusivement masculin, ce qu'on appelle all male panel. C'est pas suffisant, c'est vraiment pas suffisant. Maintenant, continuons entre guillemets à critiquer à chaque fois qu'il y a un panel non paritaire en termes de sexe. Donc voilà, je tenais à m'excuser au nom de l'organisation de la non-parité, mais c'est un sujet, c'est un chantier qui les importe imminemment et qu'ils ne prennent pas à la légère. Voilà, ceci étant dit, je me permets de présenter les invités de ce soir. Josiane Boutet, bonsoir. Merci. Oui, c'est ça. On commence par les invités français. Vous êtes professeur émérite à Paris-Sorbonne, directrice de la revue pluridisciplinaire Langage et Société. Vous êtes considérée comme étant une des fondatrices en France de la discipline de la sociolinguistique. Et plus précisément, vous avez fondé ce qu'on appelle les études sur le langage au travail. Vous avez rédigé en 2016 cet ouvrage-là, Le pouvoir des mots, aux éditions La Dispute, que vous pouvez voir ici. Et puis à ma gauche, qui est Fabrice Barnatan. Bonsoir. Fabrice Barnatan, alias le Stagirite, le fameux vidéaste. Vous animez la chaîne YouTube Le Stagirite, où vous analysez notamment de manière détendue les discours politico-médiatiques dans leur dimension dépolitisante. Vous avez auparavant aussi enseigné la philosophie au lycée. Olivier Starkit, bonsoir. Vous êtes philologue de l'Université de Liège. Vous coordonnez le service formation du syndicat CGSP, la Centrale Générale des Services Publics. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Les mots qui puent, ici, aux éditions Le Cerisier, qui compile quelques 34 mots chroniqués mensuellement dans la Tribune, qui est en fait l'organe syndical. Voilà. Et pour finir, Renaud Mas, bonsoir. Renaud Mas, vous êtes rédacteur en chef de la revue Nouvelle, que vous voyez ici sur la table. Professeur à l'Université de Saint-Louis, vous êtes et physicien et sociologue. Fin de la blague. Et vous enseignez en communication et en psychologie. Vous travaillez notamment sur le discours néolibéral, de son déploiement dans l'éducation, ainsi que les effets de catégorie dans le travail social, et plus précisément sur la stratégie discursive de l'extrême droite. Je vous explique un peu comment risque de se passer la soirée. Il y aura une première partie où les intervenants et intervenantes aborderont les questions pour lesquelles ils sont là. Et puis, dans la deuxième partie, qui risquera de durer 1 heure, donc l'idée, c'est vraiment de favoriser l'échange avec vous dans la deuxième heure de la rencontre. Vous pourrez prendre la parole et interpeller les intervenants et intervenantes et pour installer un va-et-vient pour qu'on travaille ensemble, parce que c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Sans trop tarder, je commence le tour de table en donnant la parole à Josiane Boutet. Je ne pouvais pas gérer le diaporama depuis ici.
Donc je ferai des grands gestes, ne vous inquiétez pas. Donc, que faisons-nous quand nous parlons, nous les humains? La réponse généralement la plus fréquente, c'est de dire qu'on communique, et ce qui n'est pas faux d'ailleurs. On communique des informations, des connaissances, des émotions, des ressentis, mais pas seulement. Et les mots, vous le savez, nous le savons, sont aussi des actions. Ils servent à agir sur autrui pour l'influencer, pour le faire agir d'une certaine façon, pour le faire se comporter d'une certaine façon, voire pour le manipuler. Premier exemple que je vais commenter avec vous, celui du Mediator. Nous sommes dans les années 70 en France et un laboratoire Servier invente une molécule que l'OMS classe comme du benfluorex. Le suffixe orex signifie que c'est un coupe-faim. Le laboratoire Servier veut s'en servir autrement. Il veut s'en servir comme un médicament dans le traitement du diabète. Donc je me suppose son service marketing va inventer un mot qui est, vous le voyez, Mediator, qui est un mot qui n'a plus aucun rapport avec la molécule d'origine et qui va faire un des plus gros scandales en France. On en est à beaucoup plus que 500 morts aujourd'hui dus au Mediator. Donc là, on a un effet de manipulation qui a permis que médecins, infirmiers, malades prennent ce médicament en croyant que ça allait traiter leur diabète. Le marketing, la publicité sont de puissants utilisateurs des techniques de la puissance des mots et du pouvoir des mots. Là, vous avez un exemple qui vient des années 1960 en France, avec un slogan qui a eu beaucoup de force. Quand les parents boivent, les enfants trinquent. Où là, ils utilisent les publicités. Enfin, c'est une publicité, pas pour acheter quelque chose, mais n'empêche quoi. C'est pour modifier nos comportements contre l'alcoolisme, où on utilise le double sens du verbe trinquer, trinquer, choquer les vers, positif, et trinquer, souffrir, être douloureux, etc. Dans des situations politiques plus tendues, dans les situations de guerre, on va utiliser la puissance des mots dans ce qu'on appellera la propagande. Donc là, en 1941, pour mobiliser les femmes dans l'effort de guerre nord-américain, sort cette affichette qui va être très très populaire. We can do it, on se relève les manches et on va le faire. On va faire quoi? On va rentrer dans les usines à la place des hommes qui sont sur le front japonais, ensuite sur le front européen. Cette propagande peut aller, bien sûr, à des niveaux plus extrêmes. Ici, ce sont deux exemples de la propagande pétainiste, où vous voyez ou vous ne voyez pas, je ne sais pas. Sur celle de gauche, Laissez-nous tranquilles, 1941, où deux jeunes hommes très beaux et très blonds se battent contre les francs-maçons, les juifs, De Gaulle et les mensonges. Donc ça, c'est le pétainisme. Le monde politique, de façon générale, utilise énormément cette puissance du langage. Quand ils ne savent pas le faire, ils se forment. Et en général, ils sont préalablement formés. Pardon. Ici, vous avez une photo de Martin Luther King en 1963, à la fin de la longue marche pour les droits civiques qui était partie du Sud et qui a remonté tous les États-Unis. Et il va parler à Washington devant la statue d'Abraham Lincoln. Et il va prononcer un discours célébrissime où par 7 fois il va dire « I have a dream », donc j'ai rêvé. Et il le répète 7 fois de suite. Et quand vous voyez, j'ai mis le lien vers YouTube, si vous allez regarder la vidéo, vous verrez que la foule, il y a 200, 300, 500 000 personnes sur le mile, on n'a jamais su combien, se met à bouger littéralement comme ça, au rythme de cette litanie. Deuxième exemple d'homme politique, le général de Gaulle, ici c'est en 1967, il va prononcer là aussi un discours célébrissime. Il est au balcon de l'hôtel de ville à Montréal, et en pleine époque indépendantiste du Québec, et il va prononcer un discours qui va se terminer de façon hallucinée par « Vive le Québec libre ». Vive le Québec libre! C'est un moment hallucinant, littéralement hallucinant. On a failli, on était à la limite des ruptures diplomatiques avec le Canada. De Gaulle était invité à Ottawa. Il n'ira pas parce qu'on lui refusera de rencontrer le gouvernement fédéral. Et il faudra beaucoup de diplomatie pour que le Canada et la France ne rompent pas les relations diplomatiques. Alors jusqu'où peut aller cette force et ce pouvoir des mots ?
On a deux exemples, un réel et un fictif. L'exemple réel, c'est Victor Klemperer, qui était un juif, un intellectuel juif de Dresde, et qui, dès 1933, à la prise du pouvoir d'Hitler, va consigner jour après jour ce qu'il appellerait la nazification de la langue allemande. Là, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples. C'est compilé dans ce livre qui s'appelle « La langue du Troisième Reich », la LTI, et où il montre comment, à la fois, le nazisme modifie les mots, les utilise d'une façon tout à fait neuve, et il dit « nazifie les esprits ». Donc c'est très fort, ça. L'autre exemple littéraire bien connu, c'est George Orwell. Alors lui, après la guerre, précisément, en 1949, qui publie la fiction 1984, où il invente une love langue, et c'est ça qui me paraît extrêmement important, enfin plus important que Big Brother, hein, honnêtement, parce qu'il crée dans son livre un ministère de la vérité, où il y a des centaines et des centaines de salariés qui éliminent depuis les archives du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, les mots qui ne doivent plus exister. Et il dit, quand on aura éliminé liberté, justice du vocabulaire, comment les générations suivantes pourront penser la liberté, la justice ou la démocratie ? Alors, parce que les mots exercent une puissance et un pouvoir sur nous, ils sont aussi l'enjeu de lutte sociale. Et là, vous avez une petite affichette d'un truc qui s'appelle en France le Réseau Éducation sans frontières, qui est un collectif de bénévoles qui se bat pour la scolarisation des enfants de migrants et pour qu'ils ne soient pas expulsés avec leurs parents. Et ils avaient mis un truc qui est vraiment très clair sur la lutte contre les mots. Ils ont leurs mots, nous l'avons les nôtres. Alors, eux, ils sont en noir. Quand ils disent quota, nous, on dit régularisation. Quand ils disent arrestation, nous, on dit solidarité. Bon, c'est un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Le format est pas très bon, là. Et où vous voyez qu'il y a une lutte que je reprendrai peut-être tout à l'heure, qu'avait faite très clairement Bertolt Brecht, hein, sur comment on doit lutter sur le sens des mots et se réapproprier le sens. Cette lutte sociale sur les mots peut aller jusqu'à... Ça va, en temps ? C'est parfait. D'accord. Non, parce que je n'ai pas de table pour mettre ma montre, je ne peux pas voir. J'ai fini là. Peut aller jusqu'à un jeu collectif avec les mots. Ça, c'est un petit autocollant collé sur le dos de quelqu'un. Cet autocollant a accompagné les manifs en France de 2005 à 2009, c'est beaucoup, hein, 4 ans. En plus, il y avait beaucoup de manifs à ce moment-là. 4 ans. Et l'autocollant, c'est rêve général avec un E. Alors évidemment, ça ne marche pas parce que si c'est un rêve, il n'y a pas de E à général. Donc en fait, cet autocollant laisse entendre deux choses. À la fois un rêve qui serait général et une grève, on ne met pas le G, qui serait général. Là, le manifestant avait tagué son propre autocollant pour faire apparaître ces deux sens. Et j'en terminerai avec ce pouvoir des mots qui peut arriver jusqu'à la poésie. Et nous allons rêver ensemble sur ce vers de Paul Éluard, « La terre est bleue comme une orange ». Merci beaucoup, Josiane Boutet. Je continue. Le premier tour de table. Stagirite, c'est à vous. Le fait de faire des économies en regroupant nos énergies, c'est quelque chose qui est très attendu, qui demande du courage. Et ce courage, le gouvernement l'a aujourd'hui et va mettre en place cette mutation administrative pour qu'un pays moderne comme la France voit ses institutions adaptées à la fois à la rapidité de l'action publique nécessaire, aux économies de la dépense publique. Et quand on se met tous ensemble, quand plusieurs territoires se regroupent pour mettre en place des politiques nouvelles, je pense à la mutation énergétique. Ouais. Bon, l'extrait continue et c'est de la même farine hein, pendant 3 minutes. Alors, moi je vais faire de ce petit exposé un lien entre ce qu'on appelle très communément, très couramment, la langue de bois et la langue de la propagande ou la langue de la manipulation. On va faire une distinction là-dessus. Mais avant de partir dans la politique et peut-être surtout la linguistique, il faut commencer par un peu de botanique pour comprendre la métaphore de la langue de bois. Alors figurez-vous qu'on appelle, je parle sous certaines autorités, on appelle lignification le processus par lequel la plante se transforme en bois. Les membranes de certaines cellules, sous l'action de la lignine, se rigidifient, conférant à l'ensemble une grande résistance. Et la plante verte très flexible devient bois. Bien. Alors, nous savons repérer intuitivement ce genre de discours où pullulent les expressions toutes faites et les formules figées. C'est la langue de celui qui ne répond pas, qui enfume, qui esquive une question gênante, en parlant pour ne rien dire.
Mon gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires. Je comprends votre légitime préoccupation, et j'ai d'ailleurs personnellement insisté pour que les décisions qui s'imposent soient prises, et dans les délais impartis. Cette parole nous berce et nous endort, ou nous sidère, ou encore nous consterne et nous indigne. C'est sans doute une source d'indifférence, de méfiance, et surtout de rejet de la politique, le rejet de la politique des beaux parleurs. Le président Emmanuel Macron, il y a 2 jours sur Twitter, avait cette formule très forte et avec beaucoup de contenu. Tous les débats que nous avons eus depuis 1 an me confortent dans la conviction qu'il faut renforcer la zone euro. Et pourtant, alors cette langue de bois, je suis désolé de vous l'annoncer, mais en fait, elle n'existe pas. Enfin, au sens où aucun linguiste n'est parvenu à déterminer des critères pour repérer à coup sûr qu'un énoncé relève de ce qu'on appelle la langue de bois. La langue de bois, c'est surtout la langue de l'autre, la langue de l'adversaire. C'est un outil critique plus que scientifique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce à dire que c'est une espèce d'horrible invention populiste pour dénigrer le personnel politique et son discours très intéressant? Bon, évidemment pas vraiment, hein, mais donc, si on ne dispose pas des moyens de démontrer qu'un discours est en bois, on peut en revanche avancer, avec les linguistes, un certain nombre de traits qui appartiennent à la langue ordinaire et dont la langue de bois fait un usage abondant, provoquant chez celui qui l'écoute ce sentiment d'étrangeté, de gêne ou d'énervement. Et la notion de figement, notamment, désigne les mécanismes par lesquels des formes types d'énoncés se stabilisent, et donc les mécanismes par lesquels le discours acquiert une dimension routinière et prévisible. Donc, la spécialiste d'analyse du discours Alice Krieg-Planck le définit comme une occasion de resserrement de la créativité verbale, le principe d'imprévisibilité inhérent à l'activité de langage se trouvant alors restreint. Le principe d'imprévisibilité inhérent à l'activité de langage se trouvant alors restreint. La bonne métaphore que j'aurais envie d'avancer ici, c'est celle de la purée en flocons ratés ou de la béchamel ratée, vous savez, qui fait des grumeaux, c'est-à-dire que l'ensemble reste fluide, ou plutôt fluide ou, comment dirais-je, visqueux, mais des éléments s'agglomèrent. Bon. Et donc, par exemple, une suite de mots comme « passer son tour » est stabilisée par l'usage. Il sera ainsi moins probable, voire incongru, de rencontrer la suite « abandonner son tour » ou « donner son tour ». Non, l'usage a stabilisé le fait de passer son tour. Et c'est encore plus flagrant, encore plus net quand quelques mots finissent par former une unité composée, une unité dont le sens ne se laisse pas réduire à l'addition des sens des termes qui le composent. L'exemple qui figure dans tous les manuels de linguistique, c'est la pomme de terre, évidemment, mais on peut penser aussi à des expressions comme rompre la glace ou lancer un pavé dans la mare. C'est l'expression dans sa globalité qui acquiert un sens. Elle est tellement stabilisée qu'on ne peut plus la défaire, sinon on perd le sens. Et soulignons par contre que c'est le propre de la langue de produire de telles unités composées. Cela n'a rien d'exceptionnel, la langue est vivante, elle invente et rejette en permanence, et l'usage consacre, puis défait. C'est donc un phénomène linguistique tout à fait courant qu'exploite la langue de bois. Le vocabulaire utilisé ne nous est pas nécessairement inconnu, on n'a pas affaire nécessairement à une langue technique ou technocratique, mais les mots sont employés de façon inhabituelle et réunis en tournures inamovibles, dans un monde en pleine mutation, dans un monde toujours plus complexe. La répétition de formules stéréotypées, quel que soit le contexte, donne toujours une impression de discours préfabriqué. D'une phrase à l'autre, on retrouve le même vocabulaire tout-terrain, provoquant une impression de déjà-vu. Et cela, que l'on ait affaire à un politicien, un gourou du management, ou le partisan un peu trop imprégné par son idéologie. Ainsi donc, le scientifique nous renseigne sur les mécanismes sur lesquels repose la langue de bois. Cependant, la science ne nous donne pas de critères pour distinguer à coup sûr entre une simple formule figée de la langue courante et une formule figée qui rend une parole de bois. Autrement dit, vraiment repérer de la langue de bois dans un énoncé, dans un discours, c'est le travail d'une interprétation critique qui relève moins de l'analyse scientifique que de l'activité politique ou militante.
Alors ici, les choses se corsent. Et il faut distinguer. Nous parlons de langue de bois pour désigner des phénomènes différents. Il y a la langue de bois au sens strict, que nous venons de décrire, ces différentes stratégies pour dissimuler une ignorance, ou en tout cas ne pas avoir à répondre à une question gênante. Et parfois, même souvent, en fait, nous qualifions de langue de bois le phénomène bien plus général de manipulation par les mots, de propagande. On pourrait les distinguer, ces deux sens du terme langue de bois, par leur finalité. On pourrait dire que l'une est défensive, dissimuler son ignorance ou sa volonté de ne pas répondre, et quand l'autre serait offensive, de propagande. Faire croire quelque chose à autrui en introduisant une asymétrie d'information entre lui et moi. Et moi, je propose de recourir à la notion de figement, là, les grumeaux dans la purée, pour faire le lien entre ces deux sens de la langue de bois. Et je le fais ainsi. Alors, le politique, qui fait un usage défensif très quotidien de la langue de bois, a recours à une série de formules stéréotypées. J'ai entendu les doutes de nos concitoyens, c'est le signe que mon gouvernement doit faire preuve de plus de pédagogie. Ces formules peuvent être plutôt neutres et creuses, simplement destinées à endormir la vigilance de l'auditoire. Mais on peut très bien imaginer que de telles formules soient chargées idéologiquement. Libérer les énergies dans l'entreprise, ça sonne bien. Mais concrètement, ça consiste à réduire les protections sociales. De telles formules transportent alors des idées, qu'elles passent d'autant plus facilement en contrebande que les tournures utilisées passent bien a priori, ne semblent pas à première vue suspectes. Le plan de sauvegarde de l'emploi nous fait voir le verre à moitié plein, quand le plan de licenciement disait ce qu'il se passait vraiment. Il y a donc un continuum entre la langue de bois, je dirais au sens strict, défensive, et la langue de bois au sens large de la parole manipulatoire ou de la propagande au sens large. La standardisation des contenus se met alors au service de l'imposition d'une vision du monde. Vous voyez, on passe d'un point de vue purement défensif, c'est pas grave, j'ai quelques formules neutres et creuses, à vraiment, hop, je passe des idées en contrebande, je passe une vision du monde. Ainsi, je veux l'égalité des chances pour pouvoir récompenser le mérite. Bon, c'est évidemment en général conserver les dispositifs de reproduction des inégalités. Toujours. Cette standardisation des contenus culmine évidemment dans la pratique de production d'éléments de langage. Un certain nombre de mots, de tournures qu'un centre de décision dans une organisation comme un parti politique, par exemple, ou un État ou une entreprise, eh bien, diffuse auprès de ses porte-paroles pour constituer un discours public dans les médias, par exemple. Et la métaphore ici est celle des rails. Nous nous laissons guider par les mots. Parle-t-on de crise ? Eh bien, on parlera rapidement de nécessité de faire des sacrifices. Évoque-t-on des réformes ? Eh bien, rapidement, on va rencontrer dans le discours de celui qui les évoque les termes nécessaires, indispensables, courageuses, etc. Dans l'essai de 1946, La politique et la langue anglaise, George Orwell prévient « Si vous laissez les expressions toutes faites vous envahir, elles penseront à votre place. Elles vous transformeront en machine à débiter. » Je termine donc par proposer 3 idées à retenir. Donc d'abord, qu'en parlant de langue de bois, on l'a vu, on oscille sans cesse entre un sens restreint, ne pas dire ce que l'on pense vraiment, et un sens large, dissimuler, travestir la réalité, la maquiller. Deuxièmement, je crois que c'est important d'insister sur le fait que la langue de bois est un terme critique, plutôt qu'analytique, scientifique. La langue de bois, ce qui n'empêche pas un repérage rigoureux du discours de langue de bois, mais la langue de bois renvoie peut-être moins à un stock de tournures dont on pourrait dresser un inventaire précis, comme une sorte de dictionnaire ou de glossaire précis, qu'à l'utilisation de certaines formules dans certains contextes. Et ce sont ces situations qui nous énervent et suscitent en nous un besoin de critique. C'est-à-dire que la langue de bois, c'est moins des formules en tant que telles, en elles-mêmes, qu'un certain contexte d'utilisation, une certaine situation d'emploi. Et donc, troisièmement, ce contexte ou ces situations d'emploi, nous les saisissons en général comme des contextes de domination. On reproche à celui qui parle la langue de bois de s'immuniser contre toute critique, parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre son discours, s'immuniser contre toute critique et imposer une vision du monde qu'on ne partage pas. Ces propos maquillent la réalité.
C'est ce que le chercheur en sciences de la communication Dominique Volton nomme une situation d'incommunication. Celui qui pratique la langue de bois ne donne pas à son message un destinataire, c'est-à-dire un interlocuteur dont on respecte les particularités, l'histoire, dont on doit s'assurer qu'il ait bien compris le message qu'on veut lui faire passer. Donc, celui qui pratique la langue de bois ne s'adresse pas à un destinataire, mais un pur récepteur, un être passif, sur lequel on applique une technique de communication qui doit se contenter d'enregistrer l'information qu'on lui transmet, sans pouvoir répliquer ou demander des éclaircissements. Cette impossibilité de répliquer, évidemment, heurte nos intuitions démocratiques et égalitaires. Car, en situation normale de discours, celui à qui on parle a le droit de répondre. Et il a son mot à dire sur le monde qu'on cherche à lui imposer. Merci beaucoup, le stagiaire. On continue rapidement le premier tour de table maintenant avec Renaud Mas. C'est à vous. L'autre exemple que tu prenais, si je peux juste apporter une précision, c'était l'Europe. Mais sur l'Europe, il y a un point de vue critique qui est développé dans la presse belge-francophone, qui consiste à dire que l'Europe n'est pas assez sociale. Mais on passe complètement à côté des véritables carences. C'est pas une question d'opinion, c'est la réalité de la construction européenne actuelle et des motifs pour lesquels elle est contestée désormais dans la plupart, dans la quasi-totalité, en dehors de la France peut-être et de la Belgique francophone. Parce que du côté flamand, on est beaucoup plus critique à l'égard de l'Europe, à savoir ce qu'on appelle le déficit démocratique, à savoir une espèce de dictature d'extrême gauche par l'intermédiaire des deux cours européennes, à savoir une politique de la migration dans laquelle aucun des peuples européens ne se reconnaît encore, à savoir la volonté d'intervenir de manière presque dictatoriale, en tout cas autoritaire, dans l'information, en empêchant un certain nombre d'opinions réputées populistes de s'exprimer. Ce n'est plus du tout en phase avec les aspirations des Européens. Voilà, effectivement, l'Europe n'est pas assez sociale, elle n'est pas assez fédérale non plus, selon la presse belge. Les exemples sont innombrables. Hein. La Russie, globalement, la presse belge francophone est anti-russe. Il n'y a personne qui essaie de donner un point de vue un peu différent, le point de vue russe. Le conflit syrien aussi, tous les problèmes viennent de Bachar al-Assad, qui est effectivement un criminel de guerre, mais les rebelles en face ne valent pas mieux. Or, il n'y a pas de renvoi dos à dos de ces criminels. Mais alors, le problème principal, à mon avis, en dehors de tous ces exemples qu'on vient de donner, c'est le traitement d'événements liés aux migrations. On a encore un exemple très récent avec ces problèmes dans le quartier de Peterbos à Anderlecht, avec des jeunes qui ont lancé, je reviens sur ce mot jeune, donc des jeunes qui ont lancé des pierres sur des journalistes ou d'autres. Eh bien, dans son ensemble, et il n'y a pas eu d'exception, hein, selon ce que j'en ai vu, la presse francophone a traité le problème sans mentionner une seule fois le mot migration, immigration ou d'origine immigrée. Or, pour comprendre la situation de violence dans ces quartiers, ou pour comprendre les émeutes urbaines qu'on a connues à Bruxelles il y a quelques mois, on ne peut pas les expliquer et les comprendre sans les relier à la problématique de l'immigration. Donc là, à mon avis, on est dans une véritable déformation, y compris des faits, puisque les faits ne sont pas compréhensibles si on ne le relie pas, on ne le relie pas à l'immigration. Mais je pense qu'il y a une forme de déni finalement de la réalité. Je me souviens que la Libre Belgique, pour ne pas la citer, a publié la carte blanche d'une ministre, je crois, bruxelloise, et qui est Bianca de Batz, et qui a fait tout un texte où elle parlait des jeunes. Point. Et donc il n'y avait aucune évocation de la problématique de l'immigration, aucune évocation de la problématique de la ghettoisation de fait par la volonté de certaines populations de quartiers à Bruxelles. Et donc il y a effectivement une forme de déni de la réalité. On en vient à ne pas pouvoir envisager. Et c'est d'autant plus frappant que nous vivons dans un pays dans lequel il suffit de passer la pseudo-frontière linguistique pour trouver une presse qui, elle, est parfaitement diverse. La presse flamande, il y a des organes de presse en Flandre comme le Morgen qui sont clairement à gauche, et d'autres comme Latzenich qui sont clairement à droite. Je m'en réfère aussi à un secrétaire d'État fédéral bien connu, Theo Franken, qui n'a pas hésité, sur son compte Twitter en l'occurrence, à évoquer l'origine d'un certain nombre des jeunes, comme dit Bianca de Batz, qui étaient impliqués dans ces événements, ou d'ailleurs dans les émeutes qui ont... Voilà. Il me semblait intéressant de vous passer ce petit extrait d'un Muppet Show un peu raciste. De deux personnalités de la droite radicalisée en Belgique, parce qu'il y a toute une série d'effets dans leur discours qui me semble intéressant de pointer. Alors, moi, je ne suis pas linguiste, je suis vaguement sociologue, et
un élément qui m'a intéressé dans mes travaux, ça a été de voir comment des éléments de discours, des références pouvaient passer d'un contexte à l'autre à un moment comme des espèces de mots-clés qui facilitent les réformes. Et je me suis posé la question de savoir voilà, comment est-ce que ces mots-clés arrivent à se charger de sens, à faire un effet dans le cadre de réformes institutionnelles, de réformes politiques. Alors, la première technique que j'ai identifiée, le premier mécanisme que j'ai identifié, en fait, c'est un mécanisme de recyclage sémantique. Alors, c'est un truc assez connu, les sociolinguistes utilisent pas mal ce type d'expression. C'est l'idée qu'on utilise finalement un vieux concept qui est désigné par un vieux mot, un mot ancien, et puis d'un coup, on va l'importer dans un nouveau concept en disant mais non, c'est l'ancien, on le garde, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on fait la même chose. Sauf qu'en fait, on ne fait pas la même chose, on fait quelque chose de différent. Alors il y a un exemple évidemment que j'aime beaucoup, qui est l'exemple de l'excellence. Vous avez tous entendu parler un jour ou l'autre de la question de l'excellence. C'est amusant parce que dans les discours des promoteurs actuels de la notion d'excellence, vous avez systématiquement cette idée que finalement, on revient à l'origine de l'école. Et ce n'est pas complètement faux. D'une certaine manière, si on va dans les grands textes d'histoire scolaire, si on va dans les grands discours des fondateurs de l'école républicaine en France au XIXe, on voit qu'il y a la notion d'excellence. Alors la notion d'excellence scolaire, à l'époque, elle désigne quoi? Elle désigne l'idée que chaque individu va être amené au sein d'une classe à dépasser les autres. Et puis, ça prend une acception plus large, qui est aussi, parce que excellence, ça vient de accélérer, c'est dépasser. Hein, donc, il y a cette idée de dépassement. Puis ça prend une acception plus large, qu'on va voir notamment chez Ferry, qui est l'idée qu'on va faire en sorte que les gens dépassent leur origine sociale. Alors, ce n'est pas un idéal égalitaire, je le précise tout de suite, hein, puisque si vous dépassez votre origine sociale, il faut bien qu'il y ait des gens qui restent coincés. Hein, c'est la notion d'ascenseur social qui veut tout dire. Hein, il y a des gens qui restent à la base et puis quelques-uns qui peuvent prendre l'ascenseur. Mais c'est un sens historique qui est particulier. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle d'excellence, ce n'est pas vraiment de ça qu'on parle. On parle aussi d'une concurrence entre à l'intérieur de la classe, mais aussi entre les groupes, entre les différentes classes. On parle d'une concurrence entre les établissements scolaires, entre les professeurs. En fait, on parle d'un régime de concurrence généralisée qui a été voulu dans toute une théorie politique, dans toute une théorie économique, qui est la théorie néolibérale. Mais quand on interpelle un ministre autour de la notion d'excellence, il dit toujours, vous savez, l'excellence a toujours été là. Et de fait, si vous écoutez aujourd'hui les recteurs d'université, qui sont toujours des gens assez intéressants pour étudier les effets de pouvoir des mots, ils vous diront tous, oui, on fait l'excellence comme on l'a toujours fait. On n'a pas fondamentalement changé l'université, alors qu'en réalité, on la modifie en profondeur. Deuxième petit effet. Alors ici, là, dans l'extrait que je vous ai passé, le recyclage sémantique évident, c'est la question du pluralisme des médias. La notion de pluralisme est ici complètement dévoyée, puisque fondamentalement, on ne vous parle pas d'un pluralisme des médias, on vous parle en fait ici de la volonté d'avoir une parole précise d'extrême droite ou de droite radicalisée qui puisse s'exprimer et jouir d'un organe de presse dédié sans aucune contestation. Alors, deuxième effet, c'est quelque chose qui est très utile, qui est jouer sur les doubles acceptions. Alors, ça permet en fait d'utiliser un mot et de renvoyer à une autre signification que tout le monde connaît bien. Alors, c'est quelque chose qui revient énormément dans les petites phrases. Et justement, Alice Krieg-Planck, qu'on a cité tout à l'heure, a beaucoup étudié ces mécanismes de petites phrases. C'est assez fascinant, ces travaux là-dessus. Il y a un exemple récent que j'aime bien, c'est Jair Bolsonaro, candidat qu'on peut dire fasciste à la présidentielle brésilienne, qui ne se cache pas d'être fasciste au sens d'adhésion à un programme qui revient sur la question des mœurs, qui se réclame de l'héritage de la dictature brésilienne, etc., utilise de manière permanente l'expression, alors je ne vous le fais pas en portugais parce que mon portugais est dégueulasse, lutte contre la corruption.
Alors, l'idée de la lutte contre la corruption, c'est super intéressant, évidemment, parce qu'on se dit, surtout dans un Brésil où il y a eu énormément de scandales économiques, on se dit, c'est bien, il va purifier la classe politique, hein, il va permettre de nouvelles pratiques, et ça marche bien dans les médias, en ce compris dans les médias américains. Le Wall Street Journal vient d'ailleurs d'apporter son soutien officiel à Jair Bolsonaro pour ça, pour dire voilà, ça va être bon pour les affaires parce que le niveau de corruption va diminuer, parce qu'il lutte contre la corruption. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, à bien l'écouter, Jair Bolsonaro dit oui, je vais lutter contre la corruption, mais pas dans le sens de la corruption politique ou de la corruption économique, il dit en fait de la corruption morale. Et parce qu'en fait, ce qu'il vise, c'est la corruption des mœurs, et dans son schéma mental, la corruption des mœurs engendre la corruption politique. Et donc, c'est pour ça qu'il va notamment inciter à des campagnes de haine contre les féministes, les homosexuels, etc., etc. Et donc, là, il y a un autre jeu qui fait qu'il peut avoir du soutien, qui est vraiment un jeu sur les deux exceptions. Troisième mécanisme qui est évidemment très très vieux, qui est très très bien décrit dans 1984, c'est le fait d'utiliser des oxymores. Alors c'est en gros le fait d'associer un mot et son contraire, et c'est pas mal parce que ça donne finalement l'impression que le concept utilisé n'est pas si pire, comme disent mes amis québécois. En fait, c'est tout à fait le cas, par exemple, si vous regardez la notion d'excellence dont on parlait tout à l'heure, on va parler de plus en plus désormais d'excellence pour tous. Alors c'est absurde l'excellence pour tous, parce que l'excellence, ça veut dire qu'on dépasse les autres. Et si tout le monde dépasse tout le monde, il n'y a plus d'excellence. Alors, il y a d'autres exemples, hein, la politique humaine mais ferme, le capital humain. Le capital humain qui, on en revient aux néolibéraux, c'est une désignation qui a été pensée comme une arme stratégique, une arme de guerre, par ceux qui l'ont inventée. Le but était de dire, en fait, on nous taxe d'être des extrémistes, des capitalistes extrémistes, des économistes vraiment très à droite. Il faut qu'on invente une notion qui va faire qu'on puisse donner l'impression d'être beaucoup plus humaniste que nous ne le sommes. Il y a un article excellent dans le dernier numéro de l'AVA, hein, qui est un peu la troisième revue qui manque ici, qui fait la généalogie du capital humain. Je vous invite vraiment, vraiment à lire cet article. Autre exemple qu'on a, dans le petit extrait que j'ai passé, la ghettoisation de fait. Alors la ghettoisation de fait, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus dans les discours de la droite du MR, mais de manière générale, on l'entend même dans la bouche aujourd'hui de certains responsables CDH. Alors, c'est quoi l'idée de la ghettoisation de fait? C'est finalement nier qu'il y a un processus. La ghettoisation, c'est forcément un processus. C'est un processus qui est généralement jamais volontaire, qui est toujours un des mécanismes de ségrégation à l'intérieur de la ville. Évidemment, en le posant comme étant de fait, finalement, on dit qu'il n'y a pas de responsabilité là-dedans. Alors ici, évidemment, ce qui est bien avec Drio Gottfriedi, qui est un des deux Muppets qu'on a vus, c'est qu'il a rajouté, évidemment, c'est la volonté des populations, comme si c'était la volonté des populations d'être parquées à l'intérieur de quartiers spécifiques qui sont ségrégés. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment là qu'il y a un jeu qui permet en fait de dénier toute responsabilité structurelle, toute responsabilité politique. Alors, quatrième moyen qui est abondamment utilisé ici, c'est l'utilisation en fait de notions euphémisées qui permettent d'amorcer des réflexions et d'amorcer des mécanismes de pensée qui permettent de dire en fait d'aller plus loin tout en étant rassuré sur le fait que non, par exemple, on n'est pas raciste. Alors, Theo Franken est formidable pour ça. Si vous lisez ses tweets, Theo Franken est notre secrétaire d'État à l'immigration. C'est notre Gérard Collomb, enfin votre ex-Gérard Collomb. Peut-être en un peu pire d'ailleurs. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il joue toujours sur cette limite. Il va toujours utiliser des mots qui évoquent autre chose que ce qu'il veut dire, mais en fait qui sont très très clairs. C'est-à-dire on sait tous très bien ce qu'il veut dire, mais il ne franchit pas les limites. Et ce qui est bien pour ses supporters, c'est qu'en fait, du coup, ils sont rassurés. Eux non plus, ils ne franchissent pas la limite. Alain Destex, pour ça, qu'on a vu, qui est l'autre Muppet à côté de Drieux, est très très friand de ce type de mécanisme. Un mécanisme qui est par exemple à l'œuvre quand il envoie un tweet disant que, eh bien, il y a des Norvégiens
qui ont saccagé une station de métro. Alors tout le monde sait bien qui sont les Norvégiens ou qui sont les Suédois dans le discours de Stex. C'est de l'ironie. Ça permet d'éviter évidemment toute condamnation légale. Ça permet de dire mais je ne suis pas raciste. Et ça permet effectivement de quand même faire passer le message. Alors par rapport à ça, par rapport à l'ensemble de ces techniques, moi, ce qui me marque beaucoup dans mes travaux récents, où je travaille plus sur les discours de haine et les mécanismes d'insulte, et j'étais beaucoup inspiré par les travaux d'une grande amie qui est Laurence Rosier, dont je vous invite vraiment à lire un bouquin sur l'insulte faite aux femmes, parce qu'il est génialissime par rapport justement au décodage de ce type de mécanisme. Eh bien, je vois que toutes ces méthodes, en fait, ont des effets directs sur les discours de haine que peuvent tenir certains turiféraires, des deux guignols qu'on a vus là tout à l'heure. En fait, il y a une récupération des mêmes stratégies par des franges non négligeables de l'extrême droite populiste aujourd'hui. C'est vrai en Flandre, c'est vrai aussi du côté francophone. Et donc, il y a un intérêt à étudier ces mécanismes parce qu'ils permettent aussi de voir pratiquement comment ils aident à libérer des forces qui, jusque-là, j'aime pas cette notion de libérer, en fait, plutôt à renforcer, légitimer des forces qui, jusque-là, étaient plutôt contraintes par une opposition, par un rapport de force qui leur était plus défavorable. Et donc, voilà, évidemment, ça va être la question qui va nous concerner, certainement, pendant le débat. Voilà, beau lapsus, il fallait que je fasse. Merci beaucoup, Renaud. Et pour terminer le premier tour de table, Olivier Starky, c'est à vous. Tout le monde, je fais mon petit signe. Alors, ce comité de 9 langues? Il fait des heures supplémentaires. Quelle belle chose que la destruction des mots. Pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée. Donc voilà, un petit hommage à George Orwell. Il a déjà été cité plusieurs fois. Et alors, c'est aussi une manière de montrer que voilà, le personnage principal, sa mission, son boulot, c'est en fait de supprimer des mots. Et le postulat, c'est de dire, par l'appauvrissement du vocabulaire, à partir du moment où on ne dispose plus de mots pour s'opposer à un adversaire, eh bien, on ne sait plus s'y opposer du tout. Alors, j'ai ici 3 petites boules de Kinder Surprise. À un moment, j'ai songé à en avoir 250, mais ce n'est pas jouable. Donc, j'en ai 3 pour nos invités. Et alors, je vais les inviter justement à ouvrir la boule et à dire le mot qui est. Et grâce à ces mots-là, c'est ce qu'on fait généralement en formation. On va un peu plus loin dans l'analyse des procédés et des mécanismes qui sont mis en place par les mots du pouvoir. Donc, je vais dérouler. Ah. J'ai des fois triché, j'ai mis des fois 2 mots. Voilà. Donc, Renaud. Oui, alors j'ai la grogne et la prise de tage. Bon, bien. Monsieur Stagirite. Moi, j'ai la réforme et moderniser. Un mot des anglicismes triomphants, downsizing. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, en fait, ce qu'on fait, donc on utilise ces mots-là pour montrer, si on part du principe que les mots du pouvoir et le pouvoir utilisent le vocabulaire pour arriver à nous insuffler l'idée qu'on vit dans une société où le conflit n'aurait plus aucune raison d'être. La conflictualité doit à tout prix être évincée. On vit dans une société lissée. Et une bonne manière de forcer cette vision de la société, c'est le recours aux euphémismes. Renaud en a parlé, et il a cité quelques exemples. Et ici, il est évident que, je dis souvent, le terme réforme, si j'ai en face de moi des personnes qui ont moins de 40 ans, eh bien ces personnes-là ne savent pas que le mot a eu un jour un sens positif, à savoir donner une autre forme. Parce que bien évidemment, dans le discours politique, lorsqu'on dit qu'on va procéder à une réforme des retraites,
Ça veut surtout dire qu'on va diminuer les retraites, on va les démanteler. La même chose avec le terme modernisé que j'avais choisi. C'est un terme très efficace. On va dire on va moderniser les services publics. Mais il faudrait être complètement idiot et stupide pour s'opposer à une modernisation. Ce qui est moderne, c'est tendance, c'est trendy. Donc on ne peut pas s'y opposer. Et si on s'y oppose, on va se faire taxer d'archaïque, de dinosaures. Les syndicats sont souvent mis dans cette posture par ailleurs. Et il y a beaucoup d'autres euphémismes, bien sûr, qui sont utilisés. Ainsi, et ça me permet de faire le lien avec l'anglicisme, c'est un patron qui en soi ne se présentera jamais comme tel. Il veut dire je suis un employeur, je suis une force vive, mais un patron ne va pas dire je vais licencier 40 travailleurs. Non, il va d'abord, dans un premier temps, on a parlé, on va restructurer. Mais évidemment, dans le discours syndical, les syndicalistes à un moment, et les citoyens aussi par ailleurs, ne sont pas dupes. Et ils entendent bien que derrière le terme restructurer, c'est quand même une idée de licenciement qui plane. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, à ce moment-là, on va recourir à d'autres termes. On va dire, on va concevoir un plan d'optimisation de l'entreprise. Idem, c'est la même chose, où on va envisager de fluidifier l'entreprise. Et si tout ça ne suffit pas, on peut aussi essayer de procéder à un enfumage par le biais au recours à un anglicisme. Ainsi, downsizing, c'est un bon exemple, parce que je dis downsizing, je reste paf, je suis ébahi. Sauf que si je réfléchis et je traduis, down, c'est vers le bas, c'est diminuer, sizing, c'est la taille. Je vais procéder à une réduction de taille de l'entreprise. Donc, bingo, c'est le licenciement. Donc, ça, c'est le premier volet. On pourrait bien évidemment citer de nombreux autres exemples de recours à l'euphémisme. Moi, j'habite tout près de Vothem. Il y a un centre fermé pour illégaux. Mais il faut savoir que dans notre pays, Franken, il n'expulse pas, il éloigne. Ou alors on raccompagne. Donc, l'euphémisme brille dans ce cadre-là. Mais si, malgré tout, il reste des personnes qui ne sont pas convaincues par cette vision de la société, qui viennent encore avec des gros mots comme rapport de force, eh bien, ces personnes-là doivent à tout prix être disqualifiées. Et là, ce sont les autres exemples. Donc, j'avais grogne et prise d'otage. Eh bien, arrêtons-nous un quart de seconde là-dessus. Un mouvement social a lieu. On va dire à la radio, on dit, tiens, un mouvement de grogne s'est emparé. Je m'arrête un quart de seconde, je réfléchis, je sors le dictionnaire, et je vois que la grogne, c'est le bruit que font certains animaux. Donc on réduit des revendications légitimes à de l'animalité, à du bruit. Bon, et alors la prise d'otage, là, vous allez voir où je veux en venir, bien évidemment. Imaginons, je suis une personne qui vit en Belgique, qui ne sait pas qu'il y a eu une grève préavisée de longue date, et qui va devant les portes, ou qui veut se rendre sur les quais d'une gare. Pas de chance, dans le cas où la grève fonctionne à merveille, eh bien, les portes sont fermées et pas un train de circule. Eh bien, on va avoir droit à un micro-trottoir où on dit « Oui, je suis pris en otage ». Et alors, la prise d'otage, lorsqu'on dit cela, la personne, je pense à Ingrid Betancourt, je pense à Florence Aubenas, pourrait parler aisément et dire « ça, c'est une prise d'otage ». Ou les journalistes qui couvrent des guerres et qui doivent moisir et croupir dans une cave, c'est une prise d'otage. La personne qui, malencontreusement, attend sur le quai de la gare ou un arrêt de bus n'est pas prise en otage. Il y a un désagrément, ça c'est clair et c'est évident. Et dans le domaine politique, toutes les personnes qui sortent du cadre de cette pensée unique, eh bien, il faut aussi les disqualifier. Et la meilleure manière de les disqualifier, c'est de leur jeter des boules puantes ou une sorte de bâton merdeux, par exemple, en plein débat, on va les taxer de populistes. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a fait dans la surenchère, puisque maintenant, on utilise le terme ultra-populiste. Donc, allons-y gaiement. Où va-t-on s'arrêter? Mais des fois, on peut aussi, en France, notamment avec le mouvement des cheminots, on a fait une sorte d'amalgame avec la CGT et le terrorisme. Donc, on disait que c'était terroriste par rapport au climat qui régnait en France. Donc, il y a ce euphémisme, hyperbole, inversion de sens, ça c'est le cas de la réforme où on inverse le sens du mot, et donc tout ça, ce sont des mots qui sont utilisés à tire-larigot, et que si on n'y prend pas garde, eh bien, nous aussi à un moment, on se surprend à les utiliser. Et alors c'est très grave, bien évidemment, parce qu'à partir du moment où on utilise les mots de l'adversaire, c'est comme si on rendait les armes. Et donc, le but du jeu, nous, ce qu'on fait en formation syndicale à ce sujet-là, c'est qu'il faut créer de la lucidité, partant du principe que les vampires ne supportent pas la lumière.
Donc, on crée de la lucidité, on part du principe que tout un chacun rentrant chez lui va faire fonctionner son radar dès qu'il entend ces petits mots lancinants et insidieux quotidiennement. Et alors, ça c'est la deuxième partie. Que faire par rapport à ça? C'est la question léniniste. Que faire? Eh bien, d'abord, bien évidemment, il fallait le placer. Hein. Oui, quand même. Donc, c'est de bonne guerre. Voilà, bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est une question stratégique, c'est une question ouverte. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ce vocabulaire-là? Est-ce qu'il y a des mots qu'on peut envisager de se réapproprier? Y a-t-il des mots, parmi ces mots qui puent, y a-t-il des mots qu'on doit définitivement jeter à la poubelle? Le philosophe québécois Alain Deneau, lui, il dit souvent « la gouvernance, en rire, passer à autre chose ». Moi, je pense personnellement que c'est un mot dont il faut à tout prix se débarrasser. Et alors, il y a d'autres mots qu'il faut peut-être se réapproprier. Il y a aussi des mots qu'il faut remettre en avant. Et si on veut revenir à une vraie confrontation, à un vrai conflit, il y a des mots comme rapport de force, lutte des classes, idéologie, qui doivent à tout prix être assumés et mis en avant. J'en arrête là pour un premier temps. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous quatre pour le premier tour. Le constat étant posé, les savoirs ne servent à rien s'ils ne sont pas propositionnels. Du coup, je repars avec, maintenant, quand c'est, entre guillemets, ce qui ne va pas. Renaud, en termes de propositions, entre guillemets, pour contrer le constat que tu as fait, est-ce que là, pour le coup, il y a des tentatives à investir? Alors, je pense que... il y a quelque chose de très dangereux dans le statut académique pontifiant, c'est de vouloir donner des réponses sur comment changer le monde, alors que fondamentalement, on a tendance à plutôt s'en couper assez fréquemment. Donc, moi, je pense que les réponses et les stratégies doivent être développées dans le cadre de réflexion collective et d'un travail très concret là où les défis se posent. Je pense que les questions de vocabulaire sont souvent secondaires par rapport à la question beaucoup plus principale qui est la question du rapport de force. Alors ceci étant posé, je pense que face aux discours comme ceux tenus par les deux protagonistes que j'ai montrés là, il y a quand même un travail, je pense qu'on doit fournir absolument de décodage, de décryptage, de travail sur ce qu'ils sont en train de dire. Et la grande difficulté qu'on a à ce niveau-là, c'est qu'il y a peu d'espace où on peut pouvoir leur répondre de manière exhaustive. Parce qu'en fait, rien qu'une expression comme le pluralisme des médias, réussir à la recontextualiser, réussir à dire quand elle a été introduite, par qui, pourquoi, montrer de quelle manière elle est ici dévoyée, rien que cet exercice-là, en fait, c'est un travail de plusieurs minutes minimales, si on veut vraiment pouvoir le faire correctement. Or, on est dans un monde aujourd'hui où les médias vont très vite, où on a du mal, si on est invité sur un plateau, de faire un long exposé. Et donc, pour moi, un enjeu qui est super important par rapport à ça, c'est de réussir à trouver des lieux où on peut faire ce travail de décryptage du discours, d'analyse approfondie, de trouver des lieux où on puisse toucher un public et qui ne soient pas forcément justement les lieux qui existent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas suffisants. Alors évidemment, il y a la chaîne YouTube. C'est quand même un outil assez intéressant, mais je pense qu'il faut qu'on en invente d'autres. Alors oui, il y a aussi les revues, hein, je rappelle. Mais je pense qu'il faut qu'on en invente d'autres, qu'on travaille de manière aussi plus étroite et plus coordonnée avec les gens qui vivent aussi de manière très concrète les effets de certaines expressions. Enfin voilà, c'est des pistes qui sont très théoriques, mais comme j'ai dit, moi je suis quand même universitaire, académique et relativement déconnecté du réel malgré tout. Et donc j'ai pas envie de donner des leçons sur comment on fait une lutte sociale, parce que je pense que les luttes sociales doivent être pensées par ceux qui les font. Fabrice. Je vais enchaîner sur question. Je vais enchaîner sur cette idée-là également. On ne va pas, comme ça, ici, tout de suite, inventer de toutes pièces comment faire, en fait. Et je pense que cette idée de descendre du théorique vers le pratique, c'est assez intéressant. Et surtout, j'aime bien l'idée d'avancer l'idée qu'il y a une lutte pour le langage et dans les mots. Je crois que c'est important. Donc moi, ce que je propose, c'est juste ici de donner
à propos de la langue de bois, deux pistes, ou plutôt deux écueils, à mon avis, qu'il faut éviter, préalablement à toute formulation de solutions concrètes. Le premier problème, c'est celui que tu viens de formuler, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le plus intuitif, notamment dans peut-être nos milieux militants, ou en tout cas politisés ou engagés, c'est qu'il s'agirait de raisonner moins à propos de la langue de bois ou de la langue du pouvoir en général, des langues de manipulation. Il s'agirait peut-être moins de raisonner en termes de vérité et de mensonge qu'en termes de lutte dans le langage ou pour le langage. Et lutter contre la langue du pouvoir consiste peut-être moins dans ce cas-là à s'entraîner à l'autodéfense intellectuelle, bien que je pense que ce soit absolument nécessaire, par exemple en regardant ma chaîne YouTube, ou en regardant des tas de choses qui se font déjà sur Internet. Je pense qu'on peut quand même s'imprégner d'une manière de pratiquer, d'une manière de s'attaquer aux mots, mais tout cela ne reste que défensif. Et donc je pense qu'il s'agit moins d'organiser une autodéfense qu'à chercher à imposer nos mots dans un mouvement offensif. En fait, les produire et les faire circuler. Ce qui pose évidemment la question de la position sociale du locuteur, de la position sociale, de sa capacité à donner de la force à ces mots et de pouvoir les faire circuler dans l'espace public. Donc ça suppose évidemment soit d'avoir une force collective pour peser dans le rapport de force, soit évidemment d'investir des positions importantes de type je sais pas quoi, journalisme, influenceur sur le net ou que sais-je encore. Voilà. Parce que ceux qui sont en face, en quelque sorte, pour autant qu'ils élaborent des stratégies, leur stratégie, c'est peut-être moins de se demander alors quelle nouvelle invention sémantique on va bien pouvoir faire pour les rouler dans la farine. C'est plutôt, enfin, comment dire, le fait qu'ils aient de la force, c'est moins parce qu'ils ont trouvé une superbe invention sémantique que parce qu'ils occupent des positions qui les mettent en capacité de faire circuler ces inventions. Je vous donne un exemple, par exemple. Si vous réfléchissez à la notion au terme de sans-papiers, on voit là que la gauche est parvenue à faire circuler dans l'espace public un terme qui n'est pas vraiment la victoire, qui ne représente pas la victoire de la vérité sur l'erreur ou le mensonge. Mais c'est en fait le résultat d'une lutte au plan des mots pour promouvoir une vision humaniste et internationaliste de la circulation des personnes. Et donc le terme sans-papiers n'est ni plus vrai ni plus faux que la catégorie administrative. Au clandestin, c'est le terme ordinaire, mais la catégorie juridique administrative, c'est un étranger en situation irrégulière. Et donc, cette catégorie administrative, elle-même, n'est ni plus... On aurait peut-être tendance à dire, c'est la catégorie juridique qui doit primer, parce que c'est la plus importante, c'est la plus proche de la réalité. Non, en fait, elle est ni plus vraie ni plus fausse que la notion de sans-papier. Mais c'est tout simplement, c'est pas la vérité qui affronte l'erreur ou le mensonge qui affronte la réalité, c'est en fait deux visions du monde portées, transportées par les mots. Et donc là, on voit que on a réussi un petit coup, parce que je pense que beaucoup de gens, y compris plutôt des adversaires de ces mouvements internationalistes ou humanistes, utilisent la notion de sans-papier, et sans s'apercevoir que, en fait, c'est nous qui les avons roulés dans la farine sur ce coup-là, au sens où, on peut soutenir que, en effet, imposer nos mots à l'adversaire, c'est déjà un premier pas vers une victoire. Alors vous voyez qu'il ne suffit pas de faire circuler la notion de sans-papier pour se débarrasser du problème. Et actuellement, on est plutôt en train de reperdre du terrain sur ce point-là, mais je voulais juste vous donner un exemple de victoire partielle, en tout cas de victoire sémantique partielle, et surtout qui nous permet de dire que ce n'est pas la vérité contre l'erreur, c'est des visions du monde qui s'affrontent. Et puis peut-être un deuxième point, je pense qu'il me semble un écueil à éviter, c'est à propos de la langue de bois, cette fois-ci en particulier, c'est de se dire que c'est peut-être une pratique consubstantielle à l'activité politique, et il ne faut pas rêver d'une langue neutre
complètement dépouillé d'artifices rhétoriques ou je ne sais quoi, et il suffirait que des gens honnêtes, qui ne soient pas méchants, arrivent au pouvoir, et donc ils parleraient la langue de la vérité, et tout irait bien, il n'y aurait plus de rhétorique, il n'y aurait que de la belle argumentation. J'y crois pas du tout. Parce qu'en fait, si on réfléchit à l'activité politique, représenter des intérêts non entièrement conciliables, être sans cesse dans l'ambiguïté entre parler en son nom propre ou parler au nom du groupe qu'on représente, et puis s'adresser à un auditoire très large qui n'a pas les mêmes attentes et les mêmes désirs, eh bien, implique que l'homme politique ou l'homme de pouvoir ou le porte-parole soit toujours en train de marcher sur des œufs. Et donc, il doit ménager toutes les susceptibilités, et pour des tas de raisons, il doit user d'une langue diplomatique qui a à voir avec quelque chose comme la langue de bois. Je pense qu'on peut peut-être diminuer le niveau d'intensité, si vous voulez, de langue de boisisation du vocabulaire politique. Mais là encore, de même qu'il ne fallait pas raisonner en termes de vérité ou de réalité qu'on opposerait à l'erreur et au mensonge politicien, là c'est pareil, il ne faut pas rêver d'une sorte de discours ou de langue originelle, primitive, dépouillée d'absolument tout artifice rhétorique, que des gens qui seraient de bons politiciens, qui arriveraient au pouvoir, parleraient. Josiane Boutet, pour le deuxième tour, s'il vous plaît. Oui, comment dire ? Moi, je pense que ça a été dit rapidement, hein, mais je voudrais revenir là-dessus. Je pense que les luttes sur les mots, et Dieu sait si je me bats là-dessus depuis des années, mais les luttes sur les mots sont jamais indépendantes en fait des luttes sociales qui les portent ou qui ne les portent pas. Et je donnerai deux exemples où on voit qu'on a perdu, le mouvement social a perdu. C'est en France la disparition progressive de l'expression cotisation sociale en faveur de l'expression charge sociale. Donc cotisation sociale est née en 1947 lors de la création de la sécurité sociale en France, 46-47, et renvoyée à l'idée de solidarité. D'ailleurs, c'est le modèle de retraite qui est en train, par la répartition par points, d'être là aussi attaqué. Ça voulait dire qu'aujourd'hui, enfin plus exactement les jeunes, là, vous cotisez pour les gens qui sont en ce moment à la retraite. Donc on cotise, on a un système de solidarité. Les charges, qui depuis plus de 20 ans ont remplacé cette expression, signalent au contraire, d'ailleurs on dit les charges pèsent. Évidemment, on ne va pas dire les charges sont solidaires, c'est pas possible, hein. Or là, c'est vraiment, et bon, moi je fais beaucoup de formations dans les partis politiques et les syndicats, et c'est vraiment un symptôme extraordinaire du fait que le mouvement syndical, en tout cas en France, est dans un état épouvantable, puisqu'on trouve y compris charge sociale dans des textes syndicaux. A contrario, pour montrer le lien entre les mots et les mouvements sociaux, je prendrai l'exemple en France depuis un an de l'écriture inclusive. En soi, moi, ça ne m'intéresse pas du tout personnellement, mais je veux dire que c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est lié au contraire de ce que je viens de dire, à la montée du féminisme dit de deuxième ou de troisième, comme vous voulez. Moi, j'étais le féministe de première, bon, mais troisième génération, on va dire maintenant, qui est en France assez fort, enfin même très fort, et qui arrive à imposer cette problématique de l'écriture inclusive. Bon, après, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, on voit bien que c'est lié complètement à un mouvement social. Donc je ne crois pas que les choses se fassent ni par les médias, même s'ils ont leur rôle, mais ça se fait vraiment à l'intérieur et avec la force ou la non-force des mouvements sociaux à un moment donné. Par contre, moi, ce qui me reste, et un peu comme toi, hein, très fortement sur le cœur, c'est la disparition, on n'en a pas tellement parlé, des mots. Pas seulement les mots qui changent de sens, pas seulement tout ce qu'on veut, mais il y a des mots qui disparaissent. Et par exemple, alors on en a parlé, hein, rapport social, classe sociale, ça a complètement disparu. Quand on dit ça, on est vraiment des brontosaures, hein. Mais il y a un autre mot qui a disparu en France et que je trouve hallucinant, c'est ouvrier. En France, il y a à peu près 8 millions d'ouvriers sur 24 millions de salariés. Ça fait un tiers, hein.
Et il y a à peu près autant d'employés qui, pour beaucoup d'entre eux, ont en fait des conditions de taylorisme, hein, c'est-à-dire ils travaillent sous contrôle de temps. Donc une bonne partie sont en fait des ouvriers. Ce qui veut dire qu'on a certainement la moitié de la population en France, des salariés, 12 millions et plus, qui sont en fait dans des conditions d'ouvriers. Vous entendez encore le mot ouvrier? On ne l'entend plus. Hein. On va parler des salariés, on va parler des techniciens, on va parler de ce qu'on veut. Ce n'est pas que de l'euphémisation. C'est bien au-delà de l'euphémisation. C'est véritablement de la novlangue. Hein. C'est-à-dire quand tu fais disparaître un mot, tu fais disparaître la pensée de ce mot. Donc tu fais disparaître qu'on puisse penser en France qu'il y a des ouvriers. Moi, je faisais toujours des cours en disant combien il y a d'ouvriers en France. En général, on me répondait 1 million, 2 millions. Jamais au-delà de 2. Hein. Jamais c'était vraiment des gens en phase de disparition, comme les espèces menacées. Voilà, c'est une espèce menacée. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Donc voilà, je pense que je ne sais pas sous quelle forme on peut se battre, mais en tout cas, je pense qu'il faut se battre aussi sur les lieux où il y a des mots qui disparaissent. Alors il y a des gens derrière. Hein, c'est pas que des mots. Merci. Et brièvement, dans la continuité des propositions, le syndicaliste, apparemment le syndicat en France, ça ne va pas très bien. Hein. Non, mais très brièvement, parce que j'avais déjà un peu abordé. Donc, en effet, à un moment, on peut se poser la question de la désobéissance sémantique. C'était dans le thème, c'est-à-dire il y a des mots que dans nos milieux, là où on a encore une certaine force de frappe, on doit, en concertation tous ensemble, évidemment, décider, certains mots n'ont plus de raison d'être, ne doivent plus être utilisés dans nos milieux. Je prends un autre exemple, hein, les partenaires sociaux. Je suis désolé, des partenaires, ce sont des personnes qui ont des intérêts communs. Et c'est très bien, jouer au tennis, aller faire d'autres choses, mais on ne me fera jamais croire que les représentants des organisations patronales et les représentants des organisations syndicales ont des intérêts communs. Ils se mettent autour de la table, certes, et c'est très bien, pour débattre et pour arriver, mais ils représentent des intérêts divergents. Et donc, ça passe notamment, et c'est ce que Josiane disait, dans nos milieux, il est vraiment déplorable des fois de voir des syndicalistes utiliser le terme partenaires sociaux. Ça ne va pas. Ça, c'est une chose. Et il faut en effet utiliser... que ça soit la chaîne YouTube, mais il faut utiliser ce qui est à notre disposition et les canaux alternatifs pour diffuser notre manière de parler, nos mots, et donc pour pouvoir en effet imposer notre vocabulaire par rapport à celui qu'on essaye de nous imposer. Parce que, je le dis toujours en boutade, mais la reconquête idéologique, en fait, passera par une reconquête lexicale. Elle passera par la reconquête des mots. Et il faut réfléchir par tous les moyens nécessaires, essayer d'imposer ces mots-là, et ça passe notamment, on pourrait des fois faire preuve d'un peu plus de discipline aussi dans nos milieux. C'est-à-dire, si on est d'accord sur l'utilisation et essayer d'imposer un mot dans l'espace public, eh bien, on peut essayer d'être présent le plus possible et simultanément avec le même type de vocabulaire, la même communication, pour essayer de peser un peu plus. Donc voilà quelques brèves pistes. Merci. Olivier, la parole maintenant est à vous. À la salle, je vous invite... Je voulais juste préciser une petite chose. Les débats sont entièrement filmés. Donc si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas. Sachez que si vous ne voulez pas être filmé pendant la question, faites un petit... Dites-le, signalez-vous et on coupera la technique. Voilà. Voilà. Je levez votre main et je vous verrai. Voilà. Ah, voilà. Il faut que j'arrive jusqu'à là-bas. Voilà. Il y a un petit bouchon. On peut dire bouchon. Oui. Voilà, j'arrive. On va prendre 3 questions et puis nous avons l'impression de répondre et ainsi de suite. Bonsoir. Oui. Alors tout d'abord, je veux bien qu'on me filme. Dans un de ses livres, le savant américain Buckminster Fuller explique qu'à une époque de sa vie, il est devenu très suspicieux des mots. Donc il raconte que pendant 2 ans, en fait, il a arrêté de parler. J'aurais aimé savoir si dans les membres du panel, vous avez eu des épisodes similaires, ou à défaut de vous être apposé ce genre de mutisme, si vous avez récemment remis en cause des mots que vous utilisez. Des mots ou expressions d'ailleurs. Je vous remercie. Merci. D'autres questions? Il y a
Orvi. Ouais. Oui. Ouais. Une madame d'abord. Oui. Bonsoir. Alors moi en fait j'ai une question, je suis enseignante et je pense que j'aurais beaucoup aimé emmener mes élèves ici, mais je pense qu'en fait ils viennent de milieux précarisés et en fait je pense qu'ils ne voudraient pas compris. Et qu'il y a beaucoup de choses et des termes que vous utilisez, des manières dont vous exprimez, un lexique que vous utilisez qui ne comprennent pas. Et que ce n'est pas une volonté et un manque d'intelligence, mais c'est parfois des milieux sociaux différents. Et que je pense qu'aussi dans le pouvoir des mots, il y a le pouvoir aussi du jargon qu'on utilise, de finalement, parce qu'on parle bien, parce qu'on veut utiliser les mots appropriés, parfois c'est difficile de comprendre. Et je pense qu'on est dans plusieurs milieux, par exemple au niveau du milieu de la finance, on va utiliser toute une série de mots qui vont limiter la compréhension de toute personne. Et que je pense qu'il y a aussi ce rapport-là dans les mots, c'est qu'en fait on peut créer des barrières avec le vocabulaire et le lexique qu'on utilise. Et que je pense que parfois utiliser les mots parfois à bon escient, et que c'est des mots vraiment utiles et que c'est le bien utilisé, c'est pas la langue de bois, ça crée aussi une barrière avec des gens qui... Et inversement, si on a un discours d'une personne qui parle mal, il ne va pas être repris et pas être reconnu parce que les termes ne sont peut-être pas appropriés et peut-être que l'idée, par contre, était intéressante. Et donc je pense que parfois, les mots, on peut avoir un pouvoir avec les mots qu'on utilise et le vocabulaire qu'on utilise aussi. Donc je voudrais avoir votre avis sur ça, parce que je pense vraiment que certaines personnes n'auraient pas compris en fait, le débat ici, alors qu'ils auraient bien voulu, mais juste par les mots utilisés. Bonjour, moi j'aimerais revenir et vous poser la question sur le terme de gouvernance, parce que je trouve que c'est un mot effroyable et qui revient de plus en plus dans le contexte politique et social, et notamment parfois quand on veut parler des alternatives. Il nous faudrait une meilleure gouvernance. C'est ce qui est venu en Belgique après différentes affaires de corruption. Ça se retrouve de plus en plus dans les programmes électoraux, que ce soit des partis de gauche ou de droite. Moi, je pense qu'un des intervenants connaît très bien l'origine de ce mot. Moi, j'avais entendu dire que ça venait d'Afrique. En tout cas, c'est dans ce continent-là qu'on en avait parlé pour la première fois. Et que moi-même, qui suis également formateur syndical, je suis amené parfois à parler de ça et j'en ai absolument pas envie. Alors que je n'ai pas d'autres alternatives. C'est pour ça que je voudrais vous poser la question si vous avez d'autres mots. Moi, j'ai juste pensé à meilleur fonctionnement ou parfois meilleure organisation, mais je les trouve plus faibles, alors que gouvernance a un impact bien plus fort. Donc je voulais savoir si vous aviez quelques idées. Merci. Merci. On va répondre au premier tour rapidement, et puis on va reprendre d'autres questions. Ne t'inquiète pas. Qui veut lancer le bal? Oui, Josiane, je vous en prie. Moi, je veux bien répondre aux deux premières questions. Je suis. Alors, j'ai pas eu de période d'autisme, ni de mutisme, ni de rien de tout ça. Voilà, bon. J'ai un métier qui consiste à écrire et à enseigner. Je le fais tranquille, sans problème. Enfin, voilà, bon. Mais pour la deuxième question, moi je suis très 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 sensible à ce que vous avez dit, madame. Je ne vous vois pas parce que c'est les lumières qui m'éclabousent là. Je suis très très sensible à la question de à qui on s'adresse, comment on s'y adresse. Le petit bouquin que j'ai fait, c'était un essai pour... après 40 ans d'une carrière avec plein de jargon, pour d'essayer de mettre à disposition d'un public... pas tout le monde, mais d'un public de syndicalistes, de partis politiques, de gens qui s'intéressent un petit peu à ces questions, pour qu'on se pose des questions sur ce qu'on fait dans la vie. Et moi, personnellement, j'ai essayé d'éviter tout jargon inutile, et c'est faisable. C'est absolument faisable. On peut dire les choses simplement, on peut le faire. Vraiment, alors je ne sais pas si je l'ai fait, mais je veux dire qu'on peut dire les choses simplement. C'est pas une obligation, et moi, je me bats depuis très longtemps contre... je suis directrice de revue par ailleurs, hein, et je me bats contre les articles qui ne seraient pas compréhensibles par ce qu'on appelle un public averti. Hein. Voilà, c'est pas non plus tout le monde, mais public averti. Donc je suis très très sensible à votre question. Renaud. Oui, alors, vous qui êtes rédacteur en chef de la revue Nouvelle. Sur la première question, j'ai eu des nuits d'insomnie pendant 1 an et demi en travaillant sur la question de la prostitution. Là, la question des mots est un truc hyper violent. Déjà, est-ce qu'on parle de prostituées, de travailleurs de sexe? Tous les enjeux qui sont sous-jacents sont énormes.
Et ça a vraiment fait 1 an et demi d'insomnie. Et c'est quelque chose qui m'angoisse toujours. C'est vraiment un problème pour moi au quotidien, mais je suis quelqu'un d'hyper angoissé, donc ça doit jouer. Et donc oui, il y a des moments où vraiment, et il y a des moments où je ne sais pas. Alors heureusement, une piste de réponse, c'est justement de sortir de l'enfermement et d'en causer. D'en causer avec des collègues. Moi, j'ai tendance à fonctionner très fort en collectif et d'en causer aussi avec les principaux intéressés. Et je pense que ça, c'est des pistes qui permettent de se rassurer sur son vocabulaire. Le deuxième élément, par rapport à la question de comment vulgariser, j'aime pas trop cette expression, mais on n'en a pas vraiment de meilleure. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact? Comment est-ce qu'on peut... je donne pas mal d'animations, notamment dans des groupes en alpha, où en fait, j'adapte pas énormément ce que je dis, mais ça passe quand même. Alors, je pense qu'en fait, il faut éviter parfois... Je vais tenir un propos qui va peut-être un peu à rebours, mais il faut parfois éviter de vouloir simplifier pour le plaisir de se mettre à niveau, parce qu'en fait, parfois, on est surpris par la manière dont, en fait, c'est un peu du mépris de classe, ce qu'on a là derrière. C'est-à-dire qu'on se dit, on va simplifier parce qu'ils ne vont pas comprendre ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas les codes, mais en fait, pas forcément. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut jargonner, hein. Trouver un équilibre, mais il faut se méfier aussi de ces mécanismes parfois simplificateurs. Et donc, moi, évidemment, je suis aussi rédac chef d'une revue. On garde un certain niveau d'exigence, c'est vrai, dans les textes qui sont produits, mais dans une volonté aussi de ne pas simplifier à outrance, de ne pas rentrer dans des mécanismes où on adopte un langage qui finit par être en fait une forme de mépris pour le lecteur en se disant mais de toute façon il est un peu con, il ne pourra pas comprendre la manière dont on parle. Il y a des outils qui existent, je pense qu'il faut justement aller vers ces outils-là. Il faut décoder le langage, c'est-à-dire ouvrir des espaces où on peut discuter. Si vous ne comprenez pas, dites-le moi et on parle des mots que j'utilise. C'est ce que je fais dans les groupes en alpha. Et ça c'est vachement bien. Parce que ça permet du coup aussi qu'ils se réapproprient ce vocabulaire. Ça ne les exclut pas des codes notamment universitaires. Enfin voilà, je sais que ce n'est pas une position qui fait plaisir à tout le monde, et donc je suis évidemment prêt au débat. Sur la troisième question, sur la notion de gouvernance, en fait, la notion de gouvernance, elle a été utilisée pas mal au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, pour désigner les modes de gouvernement en Europe qui devenaient autoritaires, en fait. La notion de gouvernance, c'est pour dire on passe d'un gouvernement vers quelque chose qui est autoritaire. Voilà, c'était une manière de désigner un gouvernement en passe de devenir autoritaire. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'au XXe siècle, ça a été repris par une série d'intellectuels africains, dont Senghor, pour légitimer des régimes de transition, c'est-à-dire une suspension momentanée des droits démocratiques pour aller vers plus d'ordre, qui permet après de réinstaurer la démocratie. Et donc, si vous reprenez les discours de Senghor où il parle de gouvernance, c'est assez effrayant parce que c'est les moments où Senghor a tendance à partir un peu, de manière un peu étrange, on va dire. Et donc, franchement, il y a quelque chose de fascinant dans le fait qu'aujourd'hui, on utilise cette notion-là en permanence, mais à bien l'écouter, souvent elle est utilisée précisément pour dire ça, hein, pour dire on passe d'un régime participatif un peu trop démocratique qui est inefficace vers quelque chose d'efficace où on suspend une partie du débat, on suspend une partie de la participation. C'est exactement ce qui se passe par exemple dans les universités. Voilà. Et je pense que du coup, en fait, on n'a pas forcément besoin de plus utiliser le mot, mais il faut le dire exactement sa signification. Il faut rappeler ce qu'il est et en dire toute la portée. Et effectivement, lorsqu'on parle de gouvernance économique, ça veut bien dire on suspend momentanément le débat parlementaire, le débat démocratique, pour aller vers un débat technique, purement technique, et on suspend en fait ce qui fait la force de l'échange, de la participation, etc., pour aller vers un gouvernement technicien. Olivier. Oui, si on peut en rajouter des couches sur la gouvernance, allons-y. Donc, en fait, la gouvernance, ce qui est aussi intéressant, c'est que le mot nous est aussi revenu
dans les soutes de la Banque mondiale. Et ça a été aussi la volonté d'imposer, et ça rejoint ce que Renaud disait, d'imposer le mode de raisonnement propre à l'entreprise privée, efficacité, rentabilité. Et alors, à ce niveau-là, moi je n'ai jamais compris pourquoi, écolo, pour citer le parti, pour revendiquer un meilleur fonctionnement de la démocratie, éviter les cumuls, éviter tout ce qu'il dénonce à juste titre, utilise le terme bonne gouvernance. Ça, je n'ai jamais compris. Et alors, justement, concernant la gouvernance, c'est un terme auquel on adosse volontiers n'importe quel adjectif qualificatif. On a la gouvernance urbaine, on peut avoir tout type de gouvernance. Et si Flaubert revenait, eh bien, dans son dictionnaire des idées reçues, il dirait « gouvernance toujours bonne ». Comme réforme toujours inéluctable, indispensable, nécessaire. Donc ça, c'est la première chose sur la gouvernance. On pourrait en dire beaucoup plus. Je signale quand même à tout hasard que si vous allez sur Google, désolé, et que vous tapez art terroriste et mots du pouvoir, vous allez avoir un plan de métro des mots du pouvoir. Et on a tous été une fois à Paris, où on a tous vu le plan de métro de Paris. Eh bien, Châtelet-les-Halles, donc le nœud central, c'est la gouvernance. Avec la société civile, avec les partenaires sociaux, et ça cadre avec cette vision de société dont je parlais tout à l'heure, une société lycée où le conflit n'existe plus, et ça passe aussi, et Renaud le disait, ça passe par une volonté de rendre les choses techniques. La politique n'existe plus, on est juste là pour délibérer sur des questions techniques, à l'aide d'experts aussi. Donc ils vont les uns avec les autres. Alors, concernant c'était la deuxième question donc sur le vocabulaire, moi je suis assez d'accord avec Renaud. Des fois, il y a en effet un mépris de classe à vouloir systématiquement simplifier son propos. La seule chose, et là vous avez tout à fait raison, il faut éviter à tout prix le jargon. Et une manière et une méthode de le faire, c'est notamment ce que François Ruffin développe lorsqu'il expliquait comment il a fait campagne, c'est-à-dire il rédige son tract. Il le rédige avec son premier cercle, donc les gens qui sont de son milieu, et puis il va le tester auprès des gens du deuxième et du troisième cercle, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de son milieu, qui ne le connaissent pas. Et grâce à ce triple contact, il arrive à éliminer les scories de vocabulaire, le jargon que, oui, entre nous, on comprend, on sait de quoi on parle, sauf que non. Si on va un peu plus loin, c'est du jargon et c'est une manière de l'éliminer. Alors, et concernant la méfiance à l'égard des mots, oui, tout le temps en fait. Et je prends par exemple, et ça permet aussi de voir que, pour revenir sur est-ce que les mots puent-ils? Oui, mais pas systématiquement, pas tous et pas tout le temps. En fait, ça dépend par qui ils sont utilisés, à quelle fin et dans quel usage. Je prends un exemple tout simple. Donc, je reste dans le milieu syndical. Et dans le milieu syndical, on voit arriver des termes comme empathie, bienveillance. Mais l'empathie, dans le domaine de l'assistance sociale, il n'y a pas de mot plus merveilleux que cela. Sauf que lorsqu'on essaye de le transposer dans le domaine des relations syndicales et économiques, on voit où on veut en venir. C'est le même système où on dit, voilà, on est tous des partenaires, donc on est tous dans le même bateau, et donc la conflictualité. Et donc, par le biais de l'empathie et de la bienveillance, on casse la conflictualité. Voilà 3 réponses brèves. Voilà. Juste pour continuer dans la question qui a été posée à Renaud, notamment en ce qui concerne le vocabulaire utilisé, c'est une critique on dit, mais légitime, j'utilise aussi comme les politiciens, la critique légitime, etc. Mais en fait, il faut juste savoir qu'en fait, le mépris de classe, pour lier ça à la critique des médias, dans le chef par exemple de la RTBF, le fait d'avoir les émissions dites intello se réduisent en plage horaire de plus en plus, et Benjamin Maréchal et Jérôme de Warzé en plus de plage horaire. Parce qu'ils disent que de toute façon, vu que les audiences descendent, les Belges sont beaucoup trop cons pour écouter une émission sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ou l'histoire sociale, ou quelque chose d'artistique en soi. Donc il faut juste se rendre compte que dans le chef des programmateurs et programmatrices éditoriaux et éditoriales en Belgique, c'est un mépris de classe, un biais de mépris de classe qui revient assez souvent. On passe à au deuxième tour de table, et je ne vais pas oublier, s'il te plaît. Voilà. Merci. Question, oui. Et je ne trouve plus les mots. Hein. Et je ne sais pas comment les formuler, mais c'est quelque chose qui me travaille beaucoup dans l'esprit, dans la tête depuis un moment. Attends, je me mets debout. Et c'est l'utilisation des mots. Il y a un mot contre lequel je veux m'insurger.
Non pas contre les mots, contre l'utilisation. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, parce que pour moi, c'est une chose très importante. Je suis fatigué d'écouter dans certains programmes, même dans des discussions, dans des panels d'intellectuels, de politiciens, c'est une blague ce que je veux dire, qu'on utilise les mots de marionnettes pour comparer aux politiciens. Ça va, tous sont d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on utilise les mots. Je n'ai pas le pouvoir pour interdire ça, je ne peux pas interdire, mais je suis contre qu'on utilise les mots de marionnettes, je sais si je m'exprime bien, pour comparer les politiciens. Parce que pourquoi on offense aux marionnettes? Mais oui, c'est une offense faite aux marionnettes, surtout en Belgique. Surtout en Belgique, c'est connu dans le monde pour les marionnettes de Belgique. Et on dit, ah, c'est une marionnette, c'est une mopette. C'est une offense aux marionnettes. S'il vous plaît, je voudrais avoir les soutiens, je voudrais faire une fois une pétition pour que ça ne s'utilise plus. Merci. S'il y a d'autres questions, je vous invite à lever... Je vais vous donner monsieur, mais après je vais laisser de ce côté-là s'exprimer. Voilà, et puis voilà, il y a Irène. Oui, ce n'est pas une question, mais c'est encore un exemple de modification de vocabulaire. Autrefois, mes grands-parents, mes parents ne payaient pas l'impôt, ils payaient leur contribution. Et là encore, on a vraiment la rhétorique libérale s'est totalement imposée. Voilà. Merci. Oui, moi je voudrais vous soumettre un mot qui a l'air très sympathique et qu'on utilise vraiment beaucoup aujourd'hui, qui est le mot diversité. Alors ça a l'air bien, hein, on prend des personnes issues de la diversité, qui sont évidemment les femmes, qui sont très diverses, qui sont les homosexuels, qui sont des personnes handicapées, des personnes d'une autre origine. Mais fondamentalement, ça donne l'idée, sans le dire, qu'il y a la diversité d'un côté, de l'autre côté, il y a la norme, qui est l'homme blanc, hétérosexuel et valide. Alors que si on prend un peu au niveau chiffre, je ne suis pas du tout sûre qu'il soit majoritaire. Il est minoritaire d'ailleurs, parce que déjà, les hommes, c'est la moitié de la population. Donc voilà, je crois vraiment que ce mot-là est un mot terriblement traître. Et alors, on peut y rajouter un autre mot qu'on emploie beaucoup, qui est effectivement un oxymore, qui est la discrimination positive. Et je crois qu'il faudrait arrêter d'employer ce mot-là parce qu'il y a discrimination dedans, ou alors en expliquant que la discrimination positive, c'est en fait les gens de pouvoir qui en bénéficient, et non pas du tout ceux qui n'en ont pas. Merci. Une dernière question, et puis on passe. Une à une. Ah, voilà. Alors, je vous en prie. Moi, quand je lis le titre du débat, le pouvoir des mots, les mots du pouvoir, je suis quand même assez attristée en tant que féministe que la question de la langue et du fait qu'elle est éminemment un outil de pouvoir des hommes sur les femmes n'ait été citée que comme un petit exemple de lutte sociale. Lutte sociale dont je fais partie, vous l'aurez compris. Et donc, quand on cite Orwell, qu'on cite le travail de suppression de mots de la langue pour en supprimer le concept et donc en faire disparaître les gens qui sont derrière, je m'attriste, moi, en tant que femme, d'utiliser une langue où les termes poétesse, philosophesse, autrice n'existent plus. Merci. Quelques petites réactions ? Josiane, je commence avec vous. Vous êtes... Non, mais je fais fouf parce que j'ai été amenée à intervenir beaucoup publiquement dans ce débat sur l'écriture inclusive. Moi, je pense franchement que la montée des féminismes troisième génération va faire bien évidemment que l'écriture inclusive va enfin, je fais ce pari sur 10 ans au moins. Ce qui moi m'avait gêné beaucoup, mais je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, c'était les moyens de l'écriture inclusive, et en particulier le point médian, donc auteur.e.r,
S éventuellement, hein, voilà, par exemple. Hein. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le débat en France, ça c'est pas d'intérêt ici. Mais je pense que vraiment, ça va forcément, enfin, c'est une évidence, ça va forcément marcher l'écriture inclusive. Hein. Alors je ne sais pas en Belgique, mais bon, en France, on a déjà un manuel pour l'administration qui a été signé par, je crois, quelque chose comme 15 ministères, dont le Premier ministre. Donc je pense que pour la correspondance administrative, ça va évidemment entrer. Ça va mettre du temps. Parce que, par exemple, en France, la commission de féminisation des noms de métiers à laquelle j'avais appartenu en son temps dans les années 85, donc où on acceptait évidemment auteur avec un E ou autrice si on veut, peu importe, ces choses ont été actées par le gouvernement de Mitterrand, mais elles ne sont toujours pas entrées dans les faits. Donc, c'est des processus très très longs, il ne faut pas s'énerver. Hein. C'est des processus longs, lents, qui vont mettre des années et des années à se faire, mais ça se fera, je suis absolument persuadée que ça se fera. Renaud, sur la notion de diversité et des discriminations positives, comme c'est un mot un peu fourre-tout et par essence détermine comme les hommes blancs comme la norme. Alors, sur cette question-là, je voudrais juste raconter très brièvement une anecdote. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour une parlementaire qui maintenant est devenue bourgmestre à Molenbeek. Et donc, je me suis retrouvé sur le terrain à Molenbeek. Je suis revenu du travail pour les parlementaires, je tiens tout de suite à le dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je me suis retrouvé sur le terrain à Molenbeek quand même avec une espèce de poids comme ça assez lourd. Et ce qui est amusant, c'est que un des premiers échanges que j'ai eus, c'est avec un groupe de jeunes réunis dans une maison de quartier qui m'ont dit oui, alors bienvenue, on t'accepte parce que tu es un peu la figure de la diversité ici, quoi. Et ça m'a pas mal marqué parce que c'était marrant le renversement du truc. Au-delà de cette anecdote-là, je pense que ce qui est très dérangeant dans le concept de diversité, c'est qu'il sous-entend aussi qu'il n'y a pas de lutte. Hein. Il n'y a pas de clivage de mécanismes de domination, qu'il n'y a pas... Et en fait, ça désamorce complètement tout ça. Et la notion de discrimination positive, pour ça, elle est encore pire. Parce qu'en fait, elle sous-entend que finalement, on désamorce toutes les luttes possibles en donnant un truc, hein, une caution. En cédant quelque chose. Et donc, par rapport à ça, il y a une proposition de remplacement de la notion de diversité progressive par des mécanismes, par des expressions un peu plus complexes qui viennent de féministes intersectionnels. Et voilà. Le problème, c'est que là, j'ai pas trouvé encore une notion qui me semble accessible, justement. Elles m'ont l'air trop théoriques. Donc, il n'y a pas vraiment de notion pour la remplacer. Moi, j'en ai pas trouvé encore. Et donc, j'utilise toujours diversité, ce qui m'emmerde toujours. Mais c'est vrai que là, on devrait faire peut-être un atelier de création de concepts ensemble pour réussir à le dépasser. Mais c'est évident quand même que même ce concept-là peut être réapproprié. Et si on met un rapport de force suffisant, c'est pour ça que j'utilisais ma petite anecdote, en fait, on peut aussi en faire un levier, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même toujours se dire qu'il y a des mots qu'on peut se réapproprier, qu'on peut réinvestir et auxquels on peut donner un autre sens. Ils ne sont pas forcément... le sens qu'on leur donne est lié aussi aux positions de force dans la société, quoi. Donc voilà, sur cette notion-là, quelque chose d'un peu nuancé. Je voudrais juste rebondir sur la question de l'écriture inclusive. Le féminin d'auteur, c'est évidemment autrice. Et la revue Nouvelle a maintenant des autrices et des auteurs. C'est très difficile pour nous, d'hommes dans le comité de rédaction, d'avoir le réflexe systématique de dire autrice. C'est vraiment dur. C'est là qu'on se rend compte qu'on est très conditionné, qu'on est très socialisé comme homme. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours mal à l'aise aussi de parler de lutte féministe en tant qu'homme. Je trouve que c'est vraiment très compliqué parce que j'ai pas été socialisé en femme, j'ai du mal à avoir une parole pertinente. Et donc, je pense que c'est important que sur ces questions-là, ce soit les femmes qui parlent essentiellement. Là, j'ai déjà trop parlé du coup. Voilà.
Un autre tour de table, tour de public plutôt. Levez vos mains, vos bras. Oui, si vous avez d'autres questions, interpellations, on a encore le temps. Ah, voilà. Bonjour. Il y a un terme que vous n'avez pas utilisé en termes d'euphémisme, c'est flexibilité. Et flexibilité. Et je crois que c'est un terme qui revient tout le temps. Monsieur Macron l'a utilisé, Monsieur Jean-Michel, enfin beaucoup de gouvernements de droite l'ont utilisé. Et derrière ce mot, tout le monde applaudit ce mot, mais il y a quand même une réalité assez dure, c'est que les gens ne savent pas dormir le lendemain parce qu'ils ne savent pas si le lendemain ils vont se faire virer ou non. Donc il y a des mots qui ont été fatigués, je pense, qui ont été fatigués parce qu'ils ont été utilisés à l'extrême depuis les années 70. Et il y a quand même beaucoup de journalistes qui ne font pas leur travail en essayant de remettre en cause justement ce genre de termes. Et le monde des médias, c'est un peu le quatrième pouvoir pour une raison, c'est qu'on essaie de le remettre en cause. Et donc ma question est que via les élections, on en a eu, il y a eu un mécontentement des citoyens, ils ont pu changer la politique. On ne sait pas changer le pouvoir des médias via les élections. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire autre que les élections par rapport au changement des médias. Voilà. Merci. D'autres questions? Voilà, il y en a une. Votre avis sur deux rapports de force dus au langage. Un dans la lutte sociale dont on a beaucoup parlé ici et un sur la géopolitique. Sur la lutte sociale, tous ceux qui essayent de s'opposer au pouvoir dominant, c'est les populistes, mais ils s'attaquent à qui? Aux élites. Ils se sont autoproclamés les élites. Dans nos milieux, parfois on commence à râler, on les met entre guillemets les élites ou on met un Z devant. Mais contre-attaque, si on les appelait nomenclatura, ça ne montrerait pas effectivement que c'est aussi des maîtres qui ne sont parfois pas très démocrates et apparatchiks ceux qui les soutiennent. Et pour la géopolitique, il y a l'État français, il y a l'État belge, l'État américain. Beaucoup d'autres pays n'ont pas d'État, ils ont des régimes. Pas de bananes, mais il y a le régime soviétique, le régime syrien, le régime irakien. Pourquoi certains pays sont-ils des États et d'autres sont des régimes? Vous voyez bien là cette habileté de dire il y en a qui sont enrégimentés, tandis que nous sommes bien évidemment membres de la communauté internationale. Est-ce qu'il y a vraiment une communauté internationale qui a une vision unique? Il y a peut-être des dissidents dans la communauté internationale et là aussi on utilise ce mot sans se rendre compte que le monde libre, comme on disait en 1950, ce n'est qu'une petite partie du monde. S'il y a d'autres questions, d'autres interpellations. Voilà. Pas d'autres femmes? Non. Voilà. Donc moi je pense qu'à l'école, on forme les futurs citoyens. Et que ce serait un bon endroit, justement, que Renaud cherchait. Il dit qu'il fallait trouver des endroits pour instruire au public comment détecter la langue de bois, les façons de manipulation. Et du coup, pourquoi pas mettre 1 heure en plus, peut-être 2 heures par semaine dans les écoles pour instruire les élèves à détecter ces techniques de manipulation, de discours politiques, etc. Et une deuxième chose, je voudrais dire que l'écriture inclusive, c'est un peu... moi, je suis féministe, mais je trouve que c'est un peu débile parce que la langue a une histoire et en latin, il y avait le genre neutre. Aujourd'hui, un médecin... On dit un médecin, mais pourquoi me dire un médecine? Enfin, moi, je dirais une médecine, mais je vois pas... Ça enlève un peu une partie de notre histoire puisqu'on se voit... qu'en disant un médecin, c'était plus souvent des hommes avant qui étaient médecins et que du coup, dans la langue, ça a évolué en disant un médecin et pas une infirmière, un infirmier, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'autres interpellations ou des questions? Ah voilà, madame. Merci beaucoup. Ma question, c'est plutôt quelle est notre attitude ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place par rapport à l'anglicisation qui est de plus en plus prenante. L'anglais est utilisé comme langue véhiculaire partout. On a parlé tout à l'heure de gouvernance économique.
On parle également des secteurs financiers qui ne parlent que l'anglais. Et donc, en fait, notre pensée se réduit parce qu'il faut être un très très bon connaisseur de la langue de Shakespeare pour trouver les nuances. Et donc, d'une manière générale, personnellement, j'ai l'impression qu'on réduit notre champ lexical, on réduit notre champ de pensée, on réduit donc notre champ de diverses manières de penser. Tout au début, quand moi j'ai commencé à travailler, on parlait chacun notre langue, on était plus des polyglottes, et chacun parlait et s'exprimait dans sa langue parce que c'est référence à son passé. Et j'ai l'impression que maintenant, en passant uniquement par l'anglais, on a aussi un autre élément, c'est qu'on élimine le passé de chacun, la culture de chacun, et plus personne ne s'y retrouve finalement, puisqu'on est obligé d'être dans une espèce de bouillie informe de mots bateaux qu'on utilise dans cette langue-là. Mais je voulais avoir votre sentiment et votre expression là-dessus. Merci. Le dernier tour de table, voilà. Donc je commence avec le stagiaire. Ouais, alors il y a beaucoup de choses. Là, je peux peut-être aller sur la démocratie, mais je sens que je vais oublier. Et surtout là, c'est la question au tour précédent sur le féminisme et la domination patriarcale qui m'a fait penser. Mais je vais peut-être commencer par ça justement parce que je l'ai en tête. Et puis aussi peut-être ça rejoint la question du jargon dans l'enseignement et ce genre de choses. Nous nous sommes concentrés là, c'est peut-être un petit biais qu'on a eu sur des termes ou des tournures dont on peut identifier le lieu de production et peut-être même les personnes qui les ont produites. En l'occurrence, moi, j'ai parlé presque exclusivement de gens qui occupent des positions de pouvoir et presque exclusivement des positions de pouvoir étatiques dans le système politique. Or, là, la question sur le féminisme et la domination patriarcale, ça soulève aussi, mais on va le voir, enfin, c'est ambigu, ça soulève la question aussi de, comment on pourrait dire ça, d'une production spontanée, d'un travail de la société sur elle-même, la langue est vivante, qui produit des termes qui masquent, on pourrait dire qui masquent des dominations, qui en produisent, qui épousent les dominations réelles et qui les reproduit dans le langage, etc. Et donc là, on aurait une distinction peut-être à faire entre des lieux de production de pouvoir où on réfléchit à la manière d'établir un pouvoir sémantique sur les gouvernés, par exemple, et puis une production comme par génération spontanée, par simple vie de la langue, qui produit des termes, qui produit des règles d'utilisation du langage, qui masquent ou qui reproduisent des dominations. Alors le problème, c'est que ce serait peut-être trop facile de dire, alors voilà, il y a tous les termes de gouvernance, charge sociale, ce genre de choses qui sont pensés par des think tanks ou bien des organisations quelconques ou bien des communicants au niveau de l'État pour imposer ce genre de vision du monde. Et puis de l'autre côté, il y a des termes de domination, les différents termes de domination qui constituent la vision patriarcale du monde, qui sont des sortes de productions de génération spontanée. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça, parce que, et notamment pour le français, il y a une intervention de l'acteur étatique dans la fixation des termes qu'on va utiliser et des règles d'accord, par exemple. Ne serait-ce juste que pour parler de ça. En français, il n'est pas vrai de dire que, enfin pour la français de la France, si je puis dire, il n'est pas vrai de dire que on a toujours accordé avec le masculin, etc. L'histoire de l'histoire de notre langue, ça a toujours été ça. Donc c'est un peu faire violence à la langue que d'essayer d'imposer des nouvelles règles bizarres comme autrice ou mettre des points médians, des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que l'acteur étatique, enfin, dans sa formation au moment de la Renaissance, est intervenu pour dire le français officiel, c'est ça. Et désormais, alors même qu'il y avait un flottement dans l'usage et la vie ordinaire des termes, je vous en prie, précisez, mais l'acteur politique ici intervient pour dire, eh ben, le français, on va le parler comme ça. Du coup, une réaction de Josiane Boutet, justement, vu que... Ah, vous avez votre micro.
on n'a pas le temps pour débattre, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, la façon dont, dans des États-nations comme la France, une façon de parler s'est imposée. Et ça a pris quand même 4 siècles. Hein, donc, il y a eu des injonctions à partir du XVIe siècle, certes, mais je veux dire qu'on n'est pas encore, c'est pas encore fini. Hein. On n'applique toujours pas les injonctions du XVIe siècle, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué que de dire ils ont peut-être dit des choses, ceux qui nous gouvernent, mais ce que nous on fait, c'est autre chose. Hein. C'est complètement autre chose. Et on continue de parler avec des formes qui ont été interdites au XVIe siècle. Hein. Donc c'est plus compliqué. Vraiment beaucoup plus compliqué, l'histoire des langues. Mais juste sur l'anglais, la dame, elle est là. Voilà. Je comprends tout à fait ce que vous dites, parce que c'est vrai que dans les milieux, enfin dans le monde entier, hein, l'anglais est en train de devenir la langue professionnelle. C'est tout à fait vrai, ça. Hein. C'est une super langue, une supralangue qui devient la langue professionnelle. Alors, bon, la question c'est, est-ce qu'elle envahit d'autres domaines de la vie? Nous, en sociolinguistique, on distingue très clairement les différents domaines dans lesquels on parle des langues. Donc, il y a le domaine familial. Est-ce qu'on parle l'anglais quand on est... Non, je ne crois pas. Il y a le domaine des services. Est-ce qu'on parle anglais en Belgique, dans la banque? Non. Il y a le domaine de la religion? Non. Il y a le domaine des médias? Non. C'est-à-dire qu'au final... on s'aperçoit, nous c'est notre job, les sociolinguistes, hein, de faire ce job-là. Quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit que l'anglais, effectivement, vous avez raison, il a envahi l'univers professionnel, essentiellement des cadres. Hein. Les ouvriers parlent toujours la langue vernaculaire, voire parlent une autre langue que la langue. Ils parlent arabe, ils parlent turc. Là encore, je regardais un chantier dans votre... là, tout près d'ici, je regardais en quoi parlaient les ouvriers, ils parlaient en turc. Bon. Donc, on peut parler professionnellement autrement. C'est vraiment un problème des cadres et des professions intermédiaires. Est-ce qu'on peut aller là contre? J'y crois pas. J'y crois pas. Je crois que c'est un mouvement... enfin, c'est pas moi, hein, nous n'y croyons pas. C'est un mouvement... profond, s'arc-bouter contre, c'est juste, hop, on va partir en arrière, mais c'est tout ce qui va se passer, quoi. Hamza, je vais juste te couper, juste pour dire de clôturer pour une raison très simple, au fait. C'est qu'il y a on peut dire techniciens de l'ombre qui sont sur beaucoup de débats et leur préparation est très serrée entre les débats. Donc par respect pour eux, on doit respecter le timing. Et j'en profite aussi pour les remercier pour tout le boulot qu'ils font. Voilà. Et tu peux clôturer peut-être. Pardon ? Je te laisse le dernier mot. Oui, voilà. Écoutez, vous pouvez venir poser quelques petites questions après à Renaud, à Olivier, à Josiane et à Fabrice. Merci à vous, merci à Juliette Béguin et Char Hadji pour l'organisation du débat. Merci au public vous êtes déplacés aussi nombreux et nombreuses. Je tiens à vous dire juste que la vidéo de la conférence pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister sera disponible dans 24 heures sur le site du Festival de la Liberté. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci. Et, Juliette, vraiment. Oui, encore une seule chose, dernière chose. Par rapport à la remarque aussi de l'enseignante, demain on a organisé un atelier. Voilà, c'est un atelier de désintoxication des mots. Et donc c'est aussi une autre façon de traiter la question. Donc bienvenue à 13h30 demain au foyer.